Le pardon libère l'âme, il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante, disait Nelson Mandela. Suite à une agression, une trahison, une humiliation, un abandon, une tromperie, une rupture ou une blessure causée par un agresseur ou un proche, nous pouvons être démunis et ressentir de la haine. Pourtant, le pardon semble être une clé pour retrouver sa paix intérieure, sortir de sa prison de rancune pour continuer à honorer sa vie. En latin médiéval, perdonare, c'est concéder. Ce don est donc irréversible. Alors, doit-on tout pardonner et peut-on apprendre à pardonner ? Pour en parler, nous accueillons deux auteurs, Bernard Rouch et Gustave Nicolas Fischer, ainsi qu'un témoin. Victime d'un drame familial il y a bientôt 40 ans. Cette dernière, Mina Goll, a vécu l'inimaginable et a dû accepter l'inacceptable pour continuer de vivre, en transmutant la mort de ses proches en énergie de vie. Suite à une overdose de souffrance et à un parcours initiatique qui s'est offert à elle sur plusieurs années à travers le monde entier, elle a pu renaître de ses cendres. Avant cette interview émouvante et inspirante, nous recevrons le professeur de psychologie Gustave Nicolas Fischer, qui va nous expliquer pourquoi il est bon de faire appel au pardon durant une thérapie. Cet accélérateur de guérison permettant de guérir de ses blessures et de retrouver la vie. D'ailleurs, comme le conseille l'auteur Jonathan Lockwood, vous pouvez pardonner aux autres non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que vous méritez la paix d'esprit. C'est Thierry Penin pour animer cette série de podcasts pour Inexploré Digital, où vous trouverez, via le site et l'appli Inexploré, une boussole pour naviguer de la science à la spiritualité et du visible à l'invisible, grâce à des interviews exclusives, des témoignages incroyables, ainsi que des articles passionnants. Inexploré, c'est une grande odyssée humaine à la croisée des mondes. Et pour débuter cette série de podcasts sur le pardon, le conférencier et auteur Bernard Rouch va nous expliquer quels avantages psychiques et physiques il y a à pardonner. Conférencier et auteur, Bernard Rouch côtoie la spiritualité d'Orient et d'Occident depuis sa plus tendre enfance et encore aujourd'hui. Ingénieur de formation, il a développé une grande sensibilité et de multiples connaissances dans le fonctionnement énergétique du corps humain et la psychologie humaine. Après 30 ans passés à accompagner les personnes vers la guérison intérieure, en France, en Espagne et en Italie, il nous livre sa vision du pardon envers soi-même et à l'égard d'autrui pour un mieux-être à divers niveaux. Bonjour Bernard Rouch. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez écrit le livre Le jeu du pardon, disponible aux éditions Astrid. Vous avez fait beaucoup de conférences sur ce sujet. Pourquoi avoir appelé ce livre Le jeu du pardon ? Le jeu J-E-U. Alors, c'est un jeu de mots, bien sûr. C'est le cas de le dire, entre le jeu moi et le jeu jeu J-E-U, de manière à ce que on comprenne que c'est pas quelque chose de lourd. Au contraire, pour moi, le pardon, c'est une vraie libération intérieure qui permet d'aller au-delà de nos limites et sortir pour laisser le passé au passé. Sortir de nos blessures, sortir de nos difficultés, notre tristesse et aller de l'avant. Et en fait, c'est vraiment dans ce sens-là que le pardon est un jeu, parce que ça permet de regoûter au jeu de la vie et de se laisser porter par cet élan naturel de l'enfant qui est en nous. Et donc, ce sont les enfants qui nous enseignent à pardonner. Eux, ils ont beaucoup moins de problèmes à pardonner que nous. C'est quoi pour vous pardonner ? Quand est-ce qu'on peut dire ça y est, c'est pardonné. Parce qu'on peut dire, je te demande, voilà, je te pardonne, mais ça, ce sont des mots. À quel moment on peut considérer qu'un pardon a été effectué ? Alors, bien sûr, souvent quand on parle de pardon, on dit,
je pardonne tout. C'est pas vrai. Parce que pardon, vraiment, c'est quelque chose de profond, d'intérieur. Alors, pour arriver à ce pardon intérieur, il faut passer par différents passages, différentes étapes. Mais je crois que, pour moi, le signe que l'on a fait, le pardon, c'est qu'on est capable de saluer ou d'embrasser la personne qu'on a pardonnée sans arrière-pensée. Quand on est capable vraiment d'avoir un élan du cœur vers cette personne, ça veut dire qu'on a passé l'étape du pardon. Mais tant que c'est que mental, ça n'atteint pas le physique, et et ça, c'est important de comprendre que je vois beaucoup de personnes, notamment plus l'âge avance, plus ça a un impact même sur notre santé physique. Ces non-pardons restent comme des pierres dans notre corps, des tensions, des douleurs. Et le pardon, c'est pas seulement sain d'un point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue psychique, d'un point de vue émotionnel, et aussi d'un point de vue de la santé. Alors, justement, vous, dans votre livre, vous écrivez « Pardonner permet de guérir nos blessures émotionnelles et par conséquent celles du corps ». Alors, quels sont les symptômes liés à un besoin de pardon ? Quels sont les avantages de pardonner finalement pour la santé ? Alors, il y a des maladies qui sont très liées au non-pardon. Par exemple, un des grands classiques, c'est l'arthrite. L'arthrite, les douleurs articulaires, de mon expérience, sont liées à une accumulation de tensions. Et la source de ces tensions, ce sont des choses qu'on n'a pas pardonnées à l'autre, qu'on n'a pas pardonnées à soi-même, ou qu'on n'a pas pardonné à la société dans son ensemble, ou à Dieu. C'est vraiment des mécanismes profonds de non-pardon qui vont créer, à force de tension, des conséquences, par exemple les douleurs que l'on a avec l'âge, ça c'est classique, dans les jointures, dans la nuque, la colonne vertébrale, et tout ça sont souvent d'origine du non-pardon. L'autre cause aussi, j'ai remarqué que à la base, c'est pas la cause, mais c'est le terrain de bon nombre de cancers ou de maladies dégénératives partent à la base de situations difficiles qui sont restées coincées. Et comme, par exemple, je le vois dans les intestins, des polypes, des irritations qui sont liées à des situations non digérées. En fait, le corps essaye, quand il y a un problème qui est trop important au niveau de la conscience, le corps essaye de compenser en digérant ou en faisant par lui-même les choses que nous n'arrivons pas à faire. Mais comme il est bloqué et que notre tête empêche de digérer complètement, alors se crée un polype, se crée une difficulté, une irritation. Les maladies auto-immunes aussi, qui sont donc très très liées à ce mécanisme. Alors je pourrais en parler plus en détail, mais pour rester général, c'est vraiment il y a beaucoup de cette douleur que l'on a avec l'âge, qui sont à la base des douleurs de non-pardon. Donc on somatise et en fonction de l'âge qui avance, on garde de plus en plus, si on a de la rancœur et du non-pardon, on garde vraiment... Vous avez vu, vous, des gens qui ont pardonné et qui, du coup, se sont sentis mieux physiquement ? Absolument. Justement, j'étais là à l'instant, avec une dame de 85 ans qui me dit « je me sens à 15 ans ». Et elle a lu mon bouquin, elle a été très touchée, et elle m'a dit que beaucoup des douleurs après la lecture, après le travail sur le pardon, elle a eu beaucoup d'amélioration, elle a eu une vitalité, parce que justement elle a pu lâcher son ex-mari, même si elle ne parle plus avec lui, mais c'est juste la pensée, il y a une sorte d'ombre qu'on se porte derrière. Et puis surtout, elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché, elle m'a dit « Ce que je veux pas devenir une vieille acariâtre. » Je veux pas devenir... J'ai beaucoup aimé ça avec un grand sourire. Et donc, de dire, c'est une sorte d'impulsion de vie qu'elle a retrouvée. Et ça, c'est important. Pour moi, c'était le plus beau cadeau, parce que c'est retrouver cette impulsion de vie de dire, je veux aller de l'avant, il y a encore des choses à faire. Alors que si on maintient les choses irrésolues du passé, des rancœurs, des tensions, des inimitiés, tout ça, ça fait que finalement, on finit par se renfermer en nous-mêmes, et ça peut causer au niveau psychologique beaucoup de dégâts, de dépression, notamment, par exemple, c'est quelque chose qui a été qui a été exacerbé par le confinement lié à la Covid.
On a beaucoup de personnes qui ont pété les plombs, excusez-moi l'expression, parce qu'ils se sont trouvés enfermés chez eux, toujours avec le mari, les enfants, enfin, les situations du passé irrésolues et qui sont montées en flèche. Et c'est important, le nombre de divorces a beaucoup augmenté, mais c'est important pour éviter d'aller à des situations extrêmes, de pouvoir, dans le couple, avec les enfants, avec les relations humaines, parce que c'est quand même la chose la plus importante pour nous, même au travail, de trouver le moyen de lisser, de limer les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent, d'avoir un sain rapport avec la vie, sans accumuler et avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau intérieur, au niveau simplement pour être heureux. On perd cette capacité. Et ça, c'est un des premiers signes du non-pardon, c'est qu'on perd la capacité simplement d'être heureux sans avoir rien à faire. Le non-pardon porte à simplement avoir l'impression d'une lutte constante, de toujours avoir besoin de lutter contre quelque chose. Vous écrivez « Pardonner est la clé pour la libération de notre âme ». Mais justement, quels sont ces freins au pardon ? Pourquoi on ne pardonnerait pas ? Alors, il y a plusieurs mécanismes. Le premier, c'est que, comment dirais-je, on n'a pas toujours envie de changer. On n'a pas toujours envie par exemple, moi je prends un exemple très concret. Si ça se passe pas bien avec mon couple, ça se passe bien au travail, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, mais finalement, changer, c'est compliqué. Changer, c'est difficile, c'est pas évident. Parce que ça veut dire changer de relation, changer de travail, c'est une remise en question à chaque fois. Et cette remise en question est pas toujours évidente pour tout le monde. Aussi, on est dans une société qui ne regarde pas trop à l'intérieur. On est habitué à regarder toujours à l'extérieur et plus à l'intérieur. Et se regarder, se voir, accepter qu'il y a des choses qu'on peut changer, ça demande un effort. Et il y a une sorte de paresse intérieure qui fait que on préfère un présent difficile plutôt qu'un futur inconnu. Un futur qui il pourrait être mieux, certes, mais c'est pas sûr. Et puis, il y a aussi, il faut bien le dire, on est tous des animaux d'habitude. On répète le passé. Et si ça s'appelle une sorte de vieillesse intérieure, où on perd l'habitude de dire, et je pourrais faire autrement. Et je le vois, par exemple, beaucoup de personnes s'enferment dans un certain nombre de raisonnements. Ils écoutent toujours les personnes qui pensent comme eux, les radios, les télévisions qui pensent comme eux. Et ça empêche de stimuler le cerveau et paresseux. Et donc, on n'a pas trop envie de dire, tiens, je pourrais penser autrement. Et c'est ça, la jeunesse, c'est pas l'état civil que ça se passe, ou la vieillesse. C'est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, la capacité à nous remettre en question. Et j'aimerais terminer par ce proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui dit « La souffrance est proportionnelle à notre résistance au changement. Plus on résiste au changement, et plus on souffre. » Donc vous êtes en train de me dire que si on ne pardonne pas, on continue à souffrir finalement ? Malheureusement, c'est ainsi. C'est-à-dire que alors, ça dépend, je parle des grands pardons, bien sûr, mais s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à pardonner, ça restera au fond. C'est-à-dire que si c'est pas pardonné, ça reste en toile de fond de notre tête, c'est des pensées qui reviennent, c'est des émotions qui reviennent. De temps en temps, on fait autre chose, et puis, top, à l'improviste, tiens, zut, je pense quel sale coup il m'a fait. Et ça finit par ronger, c'est une sorte de rouille de l'âme, et qui mange progressivement, c'est insidieux, c'est pas comme ça à l'improviste, mais ça reste en arrière-fond. Et si vous voyez qu'une pensée vous revient régulièrement, c'est le temps de changer, c'est le temps de l'affronter, de dire bon, là j'ai un problème, qu'est-ce que je fais ? Il y a deux attitudes possibles. Soit je change, et dans ce cas je change la situation parce que c'est important de changer. Soit je peux aussi dire non, j'ai pas envie de changer, mais alors j'accepte de pas changer avec toutes les conséquences que ça comporte. Mais j'accepte de plus rouspéter de ma situation, de plus être en désaccord. Mais ce qui fait mal à nous, à notre santé psychologique, à notre âme, c'est ce ni. Pas un oui, pas un non, mais un entre-deux. Et ça, c'est vraiment la clé. Je pense que le Christ disait très justement que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Mais c'est juste cette cohérence. Et le non-pardon, c'est un manque de cohérence.
Et c'est ça qui fait mal à l'intérieur. Parce que il n'y a pas de cohérence entre, par exemple, ce qu'on pense. On pense que on veut plus de cet homme dans notre vie, de cette femme dans notre vie. Et pourtant, dans les faits, on est encore avec. Alors, soit il faut que je change la manière de penser, soit changer la manière d'agir. Mais il faut que, si je suis en accord, je veux pas changer, eh bien d'accord, mais il faut plus que je pense que cet homme est ainsi, cette femme est ainsi. Non, il faut que je change ma pensée et que je cherche à découvrir dans cet homme, dans cette femme avec qui je vis, un autre aspect de lui-même. Et ça peut permettre de garder le couple, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une acceptation et un changement. Soit une acceptation, ou soit un changement. Mais l'un ou l'autre. Pas un brouillard intermédiaire qui nous fait si mal. Alors là, vous parlez de ce pardon, depuis le début, on parle d'un pardon aux autres. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur le pardon envers soi-même? Qu'est-ce qu'on pourrait se pardonner? Quel genre de choses on peut se pardonner? Est-ce que c'est important de se pardonner de choses qu'on a faites ou qu'on n'a peut-être pas faites et on le regrette? Alors, c'est là le pardon un peu plus délicat, parce que souvent, effectivement, quand on parle, on pointe le doigt sur quelqu'un, mais n'oublions pas que chaque fois qu'on pointe le doigt sur quelqu'un, les 3 autres doigts pointent vers nous. Donc, chaque fois que vous mettez la main en posture de pointer le doigt sur quelqu'un, il y a 3 autres doigts qui pointent vers vous. Donc, c'est aussi facile de dire « c'est ta faute ». Et donc, ça devient la relation du tu as fait, tu as dit, tu as... Et ça, c'est la réaction, on l'appelle la relation klaxon. Ça fait tu. Alors que l'objectif, c'est vraiment de découvrir qu'il y a, moi, ma part, que s'il y a un conflit, il y a toi, mais il y a aussi moi. Parce que on peut pas faire de guerre tout seul. Pour faire une guerre, il faut être 2. Et ça veut dire qu'il y a une partie, alors je veux pas dire qu'il y ait 50-50 exactement, il peut y avoir 40-60, 30-70, mais il y a quand même une partie de moi. Sinon, je serais pas en guerre. Et donc, c'est plus facile de changer moi, parce que ça, je connais, je peux me changer. Changer l'autre, c'est un peu plus compliqué. Plus les années passent, et plus c'est compliqué. Donc, c'est important de dire, commençons par moi-même. Commençons par ma relation à moi-même. Et puis, surtout, il y a des mécanismes, notamment le mécanisme de la culpabilité, qui sont des mécanismes sur lesquels on joue facilement au travail, à la maison, dans la famille. Où on touche sur un bouton qui s'appelle culpabilité, et ça permet de soumettre l'autre. Je le fais sentir coupable. Et après, ça va toucher des mécanismes en nous, où on se dévalorise, et plus on se dévalorise, et plus on devient soumis. Et c'est pas sain dans un couple, ou dans une relation quelconque, d'avoir une notion de soumission. Il faudrait qu'une relation, il y a des relations où on est soumis, mais pour une relation de longue durée, toute quotidienne, il faut qu'il y ait une relation où on puisse avoir un échange, un équilibre. Et donc, comprendre que ça touche des mécanismes en nous qui viennent de l'enfance, souvent, de nos parents. Et alors, on tend à répéter, par exemple, j'ai eu un problème avec mon père, et ben, je vais parfois trouver un homme qui va refléter un petit peu certaines caractéristiques de mon père. Mmh. Parce que il faut que j'aborde tout. Alors, la vie, on peut pas faire l'école buissonnière des leçons de la vie. On peut pas échapper. Si on les a pas vécues, je le vois très bien avec les personnes âgées, si on n'a pas résolu un problème durant la vie, ça sera à l'âge avancé qu'ils vont devoir les résoudre. Mais on n'échappe pas. Il y a certaines étapes, certaines compréhensions qu'il nous faut faire, qu'il nous faut pacifier. On parle de blessures physiques, et quand on est blessé physiquement, on met un sparadrap, on met quelque chose, on met de l'alcool, on protège. Mais parfois, on garde des blessures émotionnelles, des blessures psychiques, pendant des années et des années sans en prendre soin. Et c'est ça qui est important, c'est de dire comment est-ce que je peux prendre soin de moi, comment prendre soin de l'âme, en quelque sorte, de mon âme, de garder cette attention, et qui permet de se revaloriser, de sortir de ces mécanismes de dévalorisation qui sont nocifs et qui apportent rien, ça fait pas grandir.
Vous avez l'habitude de travailler avec les soins égypto-esséniens et vous le dites souvent et vous écrivez aussi dans le livre égyptien des morts, il y a cette importance d'avoir le cœur plus léger qu'une plume au moment du grand départ. C'est un petit peu ce que vous dites, mais même pas forcément que pour ce moment, pour l'instant présent, pour la vie de maintenant, il semble important de pouvoir s'alléger, mais pourquoi c'est important de le faire avant le grand départ, comme vous dites? Les médecins égyptiens posaient souvent, la première question qu'ils posaient à leurs patients, c'est « Vous êtes malade, ok, mais contre qui ou contre quoi êtes-vous en guerre ?» Pour eux, chaque maladie était une guerre intérieure. Et donc, une guerre, ça signifie un poids. Et une vie bien vécue, et ça on le retrouve aussi dans le livre des morts tibétains, on le retrouve dans tellement d'écrits, même des écrits soufis, c'est vraiment comprendre que c'est cette légèreté intérieure, qui veut pas dire forcément insouciance, hein, on entend bien, mais simplement cette capacité de surfer la vie, parce qu'elle est souvent faite d'obstacles, de difficultés, on en connaît tous à notre quotidien, mais de savoir les regarder avec un autre regard. Et parce que après, c'est évident, pour moi, enfin, j'ai développé cette capacité étant petit de pouvoir aller visiter les royaumes après la mort. Donc, d'aller rencontrer les personnes qui sont mortes. Et quand je parle avec elles, la première chose qu'elles me disent, c'est le regret. Si j'avais su. Et de dire, et je me dis, mais est-ce qu'il faut attendre notre mort pour nous rendre compte de combien on n'a pas vécu? Et vivre avec légèreté, dans la pensée égyptienne, pensée de beaucoup de nations, des Premières Nations amérindiennes, c'est vraiment la capacité de vivre avec légèreté. Mmh. Et de goûter la vie. Parce que la vie est un instant, ça passe tellement vite. Et les années passent et on se rend pas compte, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et alors que là, c'est pour ça que c'est ce travail qui est très beau, enfin que j'ai appris de ma mère. Ma mère est non bouddhiste, et depuis gamin, quand j'avais 13 ans, elle me disait c'est le temps de commencer à faire les pratiques de la mort. Je dis mais maman, j'ai 13 ans. Oui, mais jamais trop tôt. Et donc elle m'a demandé de penser, de dire imagine que tu mourrais aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait vraiment important dans ta vie de faire? Et oriente ta vie en pensant, c'est toujours, je pourrais mourir demain. Donc, insiste et fais les choses aujourd'hui, tout de suite, sans remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui de beau. Il y a des choses obligatoires, des choses qui sont difficiles, mais ne remplis pas ta vie toujours de tracas, de difficultés, de tensions. Oui, il y en a obligatoirement dans toute vie, mais il faut pas non plus oublier toute la partie belle que l'on peut toucher dans ces moments, simplement de contempler une l'aube, le coucher du soleil, de voir un arbre, toujours des moments comme ça tellement touchants, et de se laisser s'émouvoir. Et quand on s'émeut, c'est vraiment déjà un travail de pardon intérieur qui se fait. Alors, on pourrait notifier pour ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, c'est vrai que je pourrais pardonner. On peut préciser quand même, dans le cadre du pardon, que pardonner n'est pas forcément cautionné. On est bien d'accord, Bernard? Absolument. Oui, c'est important d'expliquer que ça veut pas dire que, par exemple, quelqu'un m'a volé, hop, je fais comme si de rien n'était, et si mon employé de maison me vole, voilà, je vais prendre les mesures qui s'imposent. Mais je vais être juste. Mais ça veut dire ne pas porter de rancœur. Il y a, je vais expliquer ça très simplement. Là, ma femme est avocate, elle est spécialiste dans les divorces, et donc elle me raconte un peu tout ce qui se passe, et je vois de l'humanité la partie parfois la plus animale, en quelque sorte, la plus basique. Et malgré le divorce, les gens sortent. La justice a été rendue, justice juste ou pas juste, peu importe, mais elle a été rendue, et pourtant des années après, les gens encore portent des rancœurs. Ils portent et ce que je voudrais dire aussi un peu à ceux qui nous écoutent, c'est que ce non-pardon, cette rancœur, cette difficulté, ces pensées nous font mal. Elles font pas mal à l'autre. Elles nous font mal à nous.
Le Bouddha disait une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il disait, la rancœur, c'est comme un charbon ardent, une braise qu'on a dans la main. On veut la lancer, mais on la lance pas. Et elle reste dans notre main. Qu'est-ce qu'elle brûle? L'autre ou nous-mêmes? Donc le pardon, ce serait effectivement de laisser tomber ce charbon ardent de nos mains, en quelque sorte. C'est simplement se libérer. Et il faut pas dire aussi, c'est pas parce que l'autre le mérite forcément d'être pardonné. Mais faites-le parce que vous le méritez. Par respect pour vous-même, vous méritez le pardon. Vous méritez le pardon par rapport à vous-même, vous méritez le pardon par rapport à l'autre, et méritez le pardon aussi par rapport à la société, par rapport à... Dieu sait qu'il y a des personnes qui portent en elles, surtout après la Covid, des colères contre la société qui est ceci, la société qui est cela. Alors, porter cette colère, pourquoi pas, mais il faudra qu'elle débouche sur une action, sur quelque chose. Mais juste une colère pour la colère, ça sert à quoi? Ça change quelque chose? Non. Donc, si ça change quelque chose, oui. Si ça change rien, il faut juste passer son chemin. Dire, je suis pas capable de faire quelque chose, ou de changer, mais ce que j'aimerais, il y a une énergie. En fait, il faut comprendre que on est plein d'énergie. Et cette énergie, il faut qu'elle ait un débouché. Si elle n'a pas de débouché, elle se retourne contre nous-mêmes. Donc, si vous alimentez une colère, c'est une énergie. Ok. Mais alors qu'elle débouche, mais ce qui fait qu'une pensée se répète, c'est qu'elle va pas au but. Une pensée devrait déboucher sur une action. Et alors, la pensée s'éteint. Mais si une pensée vous revient constamment, vous réveillez le matin avec une pensée, c'est que vous n'êtes pas encore passé à l'action. Et l'humanité est malade de penser à moitié. Mais alors, comment on fait pour passer à l'action du pardon, hein? Parce que vous expliquez dans votre livre le jeu du pardon, il y a 5 étapes du pardon: reconnaître, vivre, digérer, décider, mettre en pratique. Mettre en pratique, comment on fait pour pardonner en profondeur? Est-ce qu'il y a une méthode, ou alors ça se fait quand ça se fait, quelque chose se dissout quand ça doit se dissoudre, ou alors c'est une vraie décision intérieure? Alors, il y a le pardon qui se fait avec le nombre des années, le temps, etc. Si ça se fait, s'il n'y a pas de nouvelle cause, le temps fait son œuvre, bien sûr, mais c'est un pardon qui peut être très long et qui peut même ne pas se faire. Je vois en allant dans les maisons de retraite, etc. Tout le monde est allé dans une maison de retraite. Regardez les personnes autour de vous. Vous voyez des personnes qui sont mangées par le passé et qui font que répéter le passé. Ils sont toute leur tête dans leur passé et ça produit l'Alzheimer, ça produit le Parkinson. Enfin, c'est beaucoup de... Je dis pas que ce soit la cause, mais c'est un terrain qui porte à ça. Alors, est-ce que c'est ça que l'on veut dans nos vieux jours? C'est important de simplement de prendre conscience et de dire je prends en main la situation, avoir le courage de nos convictions. Je crois à quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. J'ose. Et on manque d'audace. On a été habitué à être là, on attend que qu'est-ce que fait le gouvernement, qu'est-ce que fait la société, qu'est-ce que fait c'est étonnant. Je vais vous raconter une histoire qui le marque, parce que ça c'est très français aussi comme attitude. J'étais dans le train entre l'Italie et la France, et le train s'arrête, et comme d'habitude, ce train reste pendant 1 heure arrêté. Et tout de suite, on voyait la différence de comportement. Les Français qui disaient que fait le gouvernement, etc. On va faire une plainte. Alors que les Italiens, enfin c'était étonnant, c'est de voir les groupes d'Italiens se coordonner, qu'est-ce qui se passe, etc. Parler aux contrôleurs, aller chercher des vivres, est-ce qu'on peut s'arrêter, est-ce qu'on peut aller manger. L'attitude par rapport au gouvernement est très différente entre chacun des pays. Et on a tendance, nous en France, à tout dire vers l'extérieur. Mais le changement, il commence par combien de temps j'ai encore envie d'alimenter ce type de pensée? Est-ce que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie d'offrir au monde? Ou est-ce que j'ai envie d'offrir un autre? Est-ce que j'ai envie d'avoir ce parfum-là, ou est-ce que c'est temps de changer d'autres parfums? D'essayer autre chose et de voir, est-ce que je me plais comme je suis, ou est-ce que c'est aussi le temps peut-être de dire, je peux aussi être autrement. Et ça commence par la tête. Penser que je peux me rendre compte que déjà, le mécanisme, c'est pas le bon. C'est pas ça que je voudrais.
Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, comme vous l'avez dit tout à l'instant, c'est de dire, écoutez, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux observer. Et une fois qu'on a observé, qu'on a pris une décision, il y a une force intérieure en nous qui veut dire lâcher. Et c'est ça qui est important, c'est que si on lâchait, le pardon pourrait se faire tout seul. Mais c'est une partie de nous qui se maintient, qui s'agrippe au passé, qui s'accroche. Pour donner un exemple, une allégorie, c'est un peu comme si on était en train de nager au fond d'un fleuve. Si vous vous laissez porter par le courant, vous irez de l'avant. Mais si vous restez accroché aux algues au fond du fleuve, vous allez subir toute la force du courant. Parce que vous résistez, vous voulez rester comme c'était avant. Mais parfois les amitiés changent. Votre femme, votre mari n'est plus ce qu'il était au moment où vous l'avez marié. Et il faut accepter que tout dans ce monde change. Il n'y a rien qui reste fixe. Même nous-mêmes, un jour, on ne sera plus là. On va changer par la force des choses. Et donc, après, accepter de lâcher. Et plus on lâche, et plus on trouve. C'est même dans l'amour. Si vous tenez et vous possédez quelqu'un, c'est certain qu'il va vouloir s'échapper. Si vous le laissez libre, c'est là vous allez développer une vraie relation. Mais c'est souvent la main, un exemple qu'un grand mystique soufi turc, Rumi, disait, c'est vraiment la main ouverte et le poing fermé. C'est la même main, mais le poing fermé, il fait constamment un effort, il est toujours fatigué. La main ouverte, tendue vers l'autre, elle n'a plus besoin d'effort. Elle est un don de soi-même. Et donc, comprendre que ne pas pardonner, c'est un effort. Mais en fait, pardonner... C'est une libération, du coup, inversement. C'est une libération, absolument. C'est et puis se permettre d'être nous-mêmes. Parce que chaque fois qu'on n'a pas pardonné, dès qu'on rencontre la personne, on met un masque. Bien sûr. On parle comme ceci, comme cela, je ne peux pas être mon naturel, et du coup, je n'ai pas une relation vraie. Oui, et donc on fait encore un effort supplémentaire. Alors, une dernière question. Merci beaucoup, Bernard Rouge, pour toutes ces leçons de vie, et ces guidances presque sur ce sujet du pardon. Une dernière question avant de se quitter. Quand on est à l'origine nous-mêmes d'une faute de vie, accidentelle ou consciente, volontaire, doit-on demander pardon à l'autre? Et en ce cas, comment on le fait? Alors, c'est une vraie question. Comment faire? Il y a plusieurs techniques. Je sais que c'est pas facile de demander pardon, de s'approcher de l'autre. Et l'humanité aussi est malade parce que de tout le monde, de toutes ces personnes qui attendent que l'autre fasse le premier pas. J'entends tout le monde me dire, mais oui, mais attends, quand mon frère aura fait le premier pas, peut-être que je le ferai moi. Et l'autre frère pense la même chose. Et il en faut un qui fasse le premier pas. Et je crois que si vous êtes en train d'écouter cette émission, c'est vraiment peut-être vous qui avez le plus de conscience. Et c'est à vous de faire le premier pas, de dire, oser dire, j'ai ma part. Je dis pas que j'ai toute la culpabilité, mais de dire, j'accepte de reconnaître simplement les faits. J'aurais pu faire mieux. Et si c'est trop difficile de le dire, je comprends que ça peut être difficile de dire à l'autre parce que on a notre ego, on a notre estime. Bon, on se dit, et je crois que c'est important de comprendre que on peut le faire aussi par une visualisation. Simplement imaginer que l'autre est en face et lui dire, même sans lui dire physiquement, ou écrire une lettre. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, mais vous pouvez l'envoyer. Mais vous pouvez aussi la garder pour vous. Mais une lettre dans laquelle vous écrivez ce que vous avez vraiment au fond de cœur envie de dire. Mais n'oubliez pas que le courage, le vrai courage, c'est de demander pardon. Mmh. Le pardon, c'est l'apanage des forts. Souvent, ne pas pardonner, c'est une faiblesse intérieure. Donc, de dire, je prends ma force en main, et puis de dire, j'ose par des petits pas ou des petits gestes, où je le fais comprendre à l'autre. Ou ça peut être simplement lui envoyer un petit message, chercher votre façon à vous. Mais l'important, c'est que vous puissiez, tout ce qui vous fait sentir
mieux avec cette personne, qui vous permet de retrouver l'estime que vous aviez autrefois pour cette personne. Et quand vous avez retrouvé l'estime, c'est que le pardon est en chemin. Merci beaucoup Bernard Rouche. Je vais rappeler que aux éditions Astrid, on peut se procurer votre livre Le jeu du pardon, J-E-U. Il est en français mais également en italien et en espagnol. Donc Bernard Rouche vous propose dans ce jeu du pardon de tenter de tourner une page. Il y a des exercices pratiques, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Bravo pour ce livre complet qui explique les mécanismes du pardon pour avoir, quand le pardon est fait, une meilleure relation avec soi-même et plus harmonieuse avec les autres. Merci beaucoup Bernard Rouche. Merci Thierry, merci à vous tous. Pour le professeur honoraire de psychologie Gustave Nicolas Fischer, pardonner, c'est retrouver la vie. Il a dirigé le premier traité de psychologie de la santé et publié de nombreux ouvrages de référence, dont Les blessures psychiques et Guérir sa vie. Il nous partage dans son dernier livre « Pardonner, guérir les blessures de sa vie » aux éditions Odile Jacob, que suite à un épouvantable événement causé par un tiers, une victime peut avoir des blessures psychiques, de la rancune, du ressentiment et de la haine. Gustave Nicolas Fischer nous explique aussi que ce sont autant de verrous psychologiques qui empêchent de se reconstruire. Il exprime vigoureusement l'importance du pardon au sein d'une thérapie. Pour trouver le chemin de la guérison, la clé serait de se libérer du passé traumatique en agissant sur la haine envers celui qui a fait du mal. Bonjour, professeur Fischer. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette série de podcasts sur le pardon qui est un sujet pour vous très important parce que vous m'aviez dit le pardon fait partie de la thérapie et peut-être pas assez en France. Ah bien sûr, ça c'est un déficit que j'ai observé durant mon expérience nord-américaine, puisque j'ai été pendant plus de 20 années professeur invité de psychologie à l'Université de Montréal. Et donc, durant cette expérience, j'ai découvert, d'ailleurs, quand on découvre, eh bien, on est étonné, j'ai découvert qu'en Amérique du Nord, le pardon existait comme thérapie dans énormément d'universités et en tant qu'enseignement de psychologie du pardon qui est vraiment développé pour aider les personnes blessées à retrouver le chemin de la vie. Et donc, et vous avez souligné à très juste titre, et pour moi c'est très important que le pardon, il n'existe pas tout seul. Le pardon et tout pardon s'inscrit dans une vie qui a été brisée, qui a été blessée par une offense. C'est-à-dire, elle est marquée par une relation avec quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc, alors, j'ai retenu, et au cours de ma longue expérience, essentiellement 3 types de blessures, les agressions physiques, les violences psychologiques, etc. Deuxièmement, les ruptures. Troisièmement, les trahisons. Et donc, ce sont un ensemble de situations de vie qui ont profondément bouleversé l'être de quelqu'un, c'est-à-dire qui ont créé ce qu'on appelle dans notre jargon un traumatisme. Donc, un traumatisme, c'est le fait que une offense a tellement brisé mon être intérieur que j'ai constaté, durant notamment mon expérience nord-américaine, qu'une des expressions les plus criantes de ces traces traumatiques, c'est le ressentiment envers celui qui m'a fait du mal, c'est la haine envers celui qui m'a
profondément bouleversé, et notamment à travers des expressions qu'on entend régulièrement. Je le déteste, je le tuerai, je ne lui pardonnerai jamais. Donc ces 3 formes d'expression, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Et quand je suis revenu en France, je me suis rendu compte que cet aspect que je viens de donner, eh bien... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.